Bonjour chers élèves, chers candidats au baccalauréat, bonjour chers téléspectateurs, je suis M. Mrakwadio Jérémy, professeur de philosophie. Je vous invite ce jour à prendre part à un cours de philosophie pour le niveau terminal. Le cours portera effectivement sur la troisième compétence du programme, intitulée « Traiter une situation relative aux conditions d'épanouissement de l'homme ». Cette compétence a pour thème les conditions du bonheur. Il s'agira alors, dans cet exposé, de faire ressortir la première leçon. Celle-ci a pour intitulé « L'histoire et l'humanité ». À travers cette leçon, il existe des notions d'analyse qui vont nous guider dans ces réflexions. Il s'agit notamment de l'humanité, de l'histoire, de la culture et de la civilisation, de l'existence, de décoloniser et des aliénés. Bien, chers élèves, comme indiqué tout à l'heure, la leçon que nous allons conduire reposera sur le plan suivant. Une introduction d'entrée. Dans un grand 1, nous verrons les caractéristiques de l'humanité. À travers cette première grande partie, nous aurons deux sous-aspects. Le premier, donc, en grand A, la compréhension de la notion d'humanité à travers l'histoire, la culture, la civilisation et l'existence. En grand B, les interactions entre l'humanité, la culture, la civilisation et l'histoire. La deuxième grande partie est les différents rôles de l'homme dans l'histoire. À ce niveau, nous verrons en grand A l'historicité comme expression de l'humanité et en grand B, la responsabilité de l'homme dans le cours de l'histoire. Dans ce second aspect, des sous-aspects seront examinés. Premièrement, percevoir l'homme comme objet de l'histoire. En second lieu, l'homme comme sujet de l'histoire. Et en troisième lieu, l'homme à la fois objet et sujet de l'histoire. Et en dernier ressort, le grand 3 de notre analyse portera sur décoloniser et désaliéner, deux exigences de l'humanité. En premier lieu, décoloniser et désaliéner comme refus de la domination. En grand B, la diversité culturelle comme facteur d'enrichissement de l'humanité. Et bien sûr, nous aurons une conclusion. Cette conclusion, pour sortir de la réflexion, nous permettra de mettre en relief un ensemble d'auteurs. Ces auteurs seront énumérés au fur et à mesure de la réflexion. Bien, chers élèves, comme indiqué tout à l'heure, nous allons donc conduire notre réflexion à partir de la première leçon de la compétence 3, l'histoire et l'humanité. En rappelant les contenus, humanité, histoire, culture et civilisation, existence, décolonisée, désaliénée. Alors, en guise d'introduction, il faut rappeler simplement que dans le cadre des relations internationales, on a pu s'apercevoir que les rapports entre les peuples et les communautés, bien souvent, ont révélé des contextes de domination, d'assujettissement. C'est dans cette optique que la réflexion permettra de comprendre que l'histoire et l'humanité révèlent l'identité spécifique de l'homme parmi les êtres vivants. Il s'agit alors d'évaluer ce qui caractérise l'histoire et l'humanité. Ainsi, l'évolution de l'humanité rend compte des diverses productions que les hommes ont pu réaliser. Dès lors, l'histoire permet-elle de saisir les caractéristiques fondamentales de la notion d'humanité. La première grande partie de notre analyse retenir les caractéristiques de l'humanité. Comment peut-on caractériser l'humanité? Premier sous-aspect, donc le grand A, on peut retenir ceci, la compréhension de la notion d'humanité à travers l'histoire, la culture, la civilisation et l'existence. Comprenons, chers élèves, que la notion d'humanité au sens propre désigne la totalité des hommes, intégrant de ce fait l'ensemble des communautés sur Terre. On peut spécifier cela en relevant que l'humanité peut correspondre à un ordre éthique et moral qui réunit les hommes et les distingue des autres êtres, notamment les animaux. Pour ce faire, citons l'un des grands tragédiens de l'Antiquité grecque, notamment Sophocle. Il écrit ceci.
Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grand que l'homme, dans son ouvrage Antigone. Ce propos de Sophocle expose clairement qu'effectivement l'homme est un être spécifique et cela traduit aussi sa grandeur comparée aux autres êtres vivants. Plus tard, l'histoire de la philosophie mettant en relief la vision de Blaise Pascal. Pour Pascal, dans le traité du vide, l'humanité est une suite de tous les hommes. Et dans cette évolution, l'homme est comparé à un grand être qui apprend et qui se transforme sans cesse. Dans ces conditions, on note que l'évolution évoquée à propos de l'humanité dévoile le domaine de l'histoire. Effectivement, l'histoire, en un premier sens, peut désigner l'ensemble des événements et des faits qui ont jalonné le cours du passé humain. À ce propos, l'histoire va permettre de dévoiler aussi les productions que les hommes ont pu accomplir de génération en génération, et ces productions sont d'ordre matériel et d'ordre intellectuel. À ce propos, la culture et la civilisation se dévoilent. Par culture, on peut entendre l'ensemble des modifications que l'homme imprime à la nature et lui-même sa propre nature. C'est pourquoi, lorsque Senghor, pour rappeler, fut le premier président de la République du Sénégal, l'un des plus illustres intellectuels africains, membre de l'Académie française, Senghor faisait remarquer que la culture est en réalité la civilisation en action, dans son ouvrage Liberté. Si la culture et la civilisation intègrent des liens si étroits, on perçoit clairement que l'existence va révéler aussi l'humanité. Au sens étymologique, la notion d'existence résulte de existentia, qui veut dire le fait d'exister, d'être présent au monde et d'en prendre conscience. Cela traduit que les pensées, les jugements et les conduites de l'homme le rendent spécifique. Pour témoigner de cela, Jean-Paul Sartre pour préciser, est l'un des derniers grands intellectuels, philosophes. Il a conduit une doctrine intitulée l'existentialisme athée pour révéler à la fois la spécificité de l'homme et le principe de la liberté. Sartre dira alors, dans son ouvrage « L'existentialisme est un humanisme », que l'existence précède l'essence. Dans cette assertion, nous percevons deux notions. D'une part, l'existence, d'autre part, l'essence. Comme indiqué précédemment, l'existence intègre le fait d'être et l'ensemble des conduites de l'homme. En revanche, l'essence détermine simplement l'identité d'une chose en dehors de toute autre attribution ou de toute autre conduite. C'est pourquoi on peut relever que dans l'histoire de la philosophie, l'existentialisme et l'essentialisme ont constitué deux courants qui se sont opposés. À ce propos, quel cadre d'interaction les notions évoquées précédemment peuvent dégager pour saisir la notion d'humanité? En grand B, nous allons voir les interactions entre l'humanité, la culture, la civilisation et l'histoire. On peut percevoir que sans aucun doute, la culture, la civilisation, l'histoire et l'humanité ont des liens intrinsèques, car l'homme se distingue de l'animal. L'homme se distingue de l'animal parce qu'il est capable de culture, il est capable de civilisation et il possède aussi une histoire. Pour rendre compte de cela, nous pouvons nous référer à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est l'une des grandes figures de la philosophie politique. Il explique alors que la différence de l'homme et de l'animal réside dans une qualité très spécifique, c'est la faculté de se perfectionner. Je voudrais rappeler en substance que ce passage
que nous venons de citer relevant de la pensée de Rousseau est inscrit dans le texte du baccalauréat session 2017 des séries littéraires pour rendre compte de l'intérêt donc de la pensée de Rousseau. C'est pour cela que, toujours dans l'histoire de la philosophie, nous verrons Kant. Kant s'est inspiré très fortement de la philosophie rousseauiste. Et pour témoigner de cela, Kant dira à son tour, « L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Et l'éducation permet à la nature de faire un pas vers la perfection. » Pensée tirée de son ouvrage « Anthropologie du point de vue pragmatique ». Ce point de vue de Kant nous éclaire sur l'importance de la culture, de la civilisation et de l'éducation. Nous pouvons malgré cela souligner que dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé que l'on puisse s'interroger, malgré le fait que l'homme soit un être culturel, un homme d'éducation, un homme de civilisation, quel rôle a-t-il pu assumer dans le cours de l'histoire? En précisant alors que l'histoire, dans cette optique, prend la dimension d'un devenir, d'un processus. Dans ce processus, les analyses vont se décliner en deux grands aspects. En grand A, l'historicité comme expression de l'humanité. Lorsque nous nous référons à Raymond Aron a vécu de 1905 à 1983. Il fut à la fois philosophe et sociologue. Selon Raymond Aron, dans son ouvrage « Les dimensions de la conscience historique », il faut saisir l'homme à travers l'histoire. Et cette histoire, il importe de la connaître, de la comprendre, pour ne pas la subir, pour en tirer des leçons. Malgré cela, les leçons de l'histoire peuvent-elles toujours instruire les hommes? C'est ce qui nous conduit à aborder le grand B de notre analyse, la responsabilité de l'homme dans le cours de l'histoire. Nous comprenons que, puisque l'histoire devient un processus, l'histoire intègre le passé, le présent et le devenir de l'humanité, les analyses au plan critique vont faire ressortir trois compréhensions. Premièrement, l'homme perçu comme objet de l'histoire. Qu'est-ce que ça dit? On présente l'homme comme objet de l'histoire dans l'optique que les faits historiques seraient déjà prédéterminés. On perçoit qu'au plan religieux, notamment dans les religions révélées, à savoir le judaïsme en premier, le christianisme en second et l'islam, l'idée dominante, c'est que Dieu le Créateur est le maître absolu du temps. D'ailleurs, la Sainte Bible nous témoigne cela de la Genèse à l'Apocalypse, qui explique bien comment Dieu est le maître de la vie, le maître de l'histoire et du temps. Dieu devient donc celui qui conduit la vie des hommes. Cette compréhension religieuse, on peut aussi relever dans la pensée arabe, notamment à travers l'islam, le terme du mektoub. Le mektoub qui signifie « c'est écrit, c'est tracé », pour expliquer simplement que tout événement qui survient arrive par la volonté de Dieu. La vision religieuse va donner l'occasion à la perception philosophique, puisque dans l'histoire de la philosophie, les penseurs que l'on a appelés les stoïciens, autrement dit les adeptes du courant stoïciste, notamment Marc Aurèle. Marc Aurèle fait remarquer clairement, je cite, « Tout ce qui arrive est nécessaire et utile au monde universel dont tu fais partie. » Pensée tirée de son ouvrage « Pensée pour moi-même ». Ce point de vue est la preuve que pour les hommes, il faut comprendre et accepter tous les événements qui surviennent parce que, comme un destin, comme une fatalité, comme une destinée, tout est tracé d'avance. Retenons aussi que dans l'histoire de la philosophie, l'une des figures incontournables de cette vision est Hegel. Justement, Hegel est l'un des grands maîtres de la philosophie allemande. Il est l'un des artisans de l'idéalisme allemand. Hegel fait prévaloir l'idée de raison, l'idée d'esprit
expliquant par là, et je cite, « Semblable à Mercure, le conducteur des âmes, l'idée est en vérité ce qui conduit les peuples et le monde, c'est l'esprit, sa volonté raisonnable et universelle qui a guidé et qui continue de guider les événements du monde. » De son ouvrage « La raison dans l'histoire ». Retenons en réalité que la conception qui présente l'homme comme l'objet de l'histoire donne l'occasion de comprendre que finalement les hommes manquent de liberté, les hommes manquent de responsabilité. Ils doivent donc accepter et se soumettre au sort qui conduit leur vie. Malgré cela, la vision philosophique étant critique, faut-il comprendre le déterminisme historique comme étant absolu? En second lieu alors, nous allons aborder l'aspect l'homme comme sujet de l'histoire. En réalité, c'est cela la critique philosophique. Au XVIIIe et XIXe siècle, des penseurs illustres vont se dresser contre Hegel. Au fond, ils sont des héritiers, mais des héritiers au plan critique. Citons notamment Karl Marx et Engels. Karl Marx a vécu entre 1818 et 1883, Engels 1820 et 1895. Ces deux auteurs, ces deux penseurs ont défendu contre l'idéalisme hegelien ce qu'on appelle le matérialisme historique. Ils affirment que, et je cite, « la conception hegelienne de l'histoire qui suppose un esprit abstrait ou absolu qui fait de l'homme une masse relève d'une double insuffisance », fait référence à l'ouvrage « La Sainte Famille ». Cet ouvrage, il faut le préciser, a été coécrit par Karl Marx et Engels. Mais Marx lui-même, auteur d'un ouvrage particulier, précise, et je cite, « Les hommes font leur propre histoire dans des conditions directement héritées du passé », confère l'ouvrage Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Ces idées nous confortent dans le fait que, oui, des événements peuvent avoir été déterminés, mais on ne peut nier ou remettre en cause la part de responsabilité de l'homme, parce que les hommes peuvent jouer un rôle d'engagement, un rôle actif. Et l'idée d'engagement trouve son expression chez un des plus grands philosophes contemporains, à savoir Jean-Paul Sartre. Oui, Sartre, en fondant la doctrine de l'existentialisme athée, a adopté comme leitmotiv la formule « l'existence précède l'essence ». Pour Sartre, il faut revenir à l'homme pour comprendre le cours de l'histoire. On ne saurait exclure l'homme, on ne saurait nier la responsabilité de l'homme, on ne saurait nier la liberté humaine. Et Sartre achève de dire, je cite, « Ainsi, l'homme fait l'histoire. En ce sens, l'histoire est l'œuvre propre de toute l'activité de tous les hommes. » Confère son ouvrage « La critique de la raison dialectique ». On perçoit, à travers ces deux sous-approches, l'antagonisme de la vision relative au rôle de l'homme dans l'histoire. En évaluant l'homme comme le sujet de l'histoire, on perçoit que la liberté humaine est fondamentale. Retenons simplement à ce niveau que l'homme ne peut subir les événements parce que, possédant une conscience, possédant ce que Descartes nommait le libre arbitre, l'homme est capable d'apprécier les événements, de prendre des responsabilités, de les assumer et réaliser ses propres objectifs. Malgré tout, le troisième aspect que nous allons aborder nous permettra de voir que l'homme est à la fois le produit et l'agent de l'histoire. Cela veut dire simplement que certainement des événements de l'histoire arrivent contre le gré des hommes, mais les hommes sont en mesure de tirer des leçons, des enseignements. Et ces enseignements peuvent contribuer à la fois pour conduire la vie individuelle et conduire l'action politique. C'est cela que l'illustre penseur italien Nicolas Machiavel, ayant vécu de 1469 à 1527, précise que comprendre l'histoire
donne l'occasion d'assurer la gestion de l'État. Si bien que, dans son ouvrage Le Prince, ouvrage de référence planétaire, également son discours sur la première décade de Tite-Live, rappelant que Tite-Live est un historien latin du Moyen-Âge, Machiavel explique que les hommes peuvent subir des événements, mais ils ont la capacité de tirer des leçons, de tirer des enseignements pour conduire leur vie. D'ailleurs, si nous nous ramenons à l'actualité, nous pourrions dire que cette crise sanitaire planétaire à laquelle nous sommes confrontés devrait donner l'occasion, malgré les drames, de préparer l'avenir en tirant des leçons, en prenant des engagements nouveaux à partir desquels l'humanité se prépare pour l'avenir à faire face à de telles situations. Retenons en substance, dans cette seconde partie de notre réflexion, que la responsabilité de l'homme ne peut être absolue dans le cours de l'histoire, mais on ne saurait prétendre aussi que les hommes sont simplement des pantins, des instruments, des jouets de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes là ce matin ou ce jour pour vous inciter, chers apprenants, à comprendre cela. Vous devez travailler et préparer justement les compositions qui arrivent lors de la reprise prochaine de l'école. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance.